Donc tout d'abord, on va se présenter. Luc, je te propose de commencer. Ouais. Je m'appelle Luc Sorel-Gifo. Je suis lead dev Python pour une entreprise qui s'appelle Pure Control, qui fait de l'optimisation de processus industriels avec de l'IA légère et de la réduction d'électricité, de consommation d'intrants. Et j'ai eu l'occasion de travailler d'être collègue de Malo avant en étant consultant chez Zenica. Oui, donc moi c'est Malo Toanen, développeur back-end, Java, Kotlin, chez Zenica. Je suis aussi formateur, speaker, etc. etc. Une des valeurs chez Zenica, c'est la bienveillance. Et est-ce que il me semble que c'est le cas peut-être aussi chez Pure Control ? Oui, chez Pure Control aussi, une des valeurs de l'entreprise, c'est la bienveillance. Est-ce qu'il y en a parmi vous pour qui dans l'entreprise il y a aussi la bienveillance en valeur ? Ouais. Ok. Bon, c'est bien, du coup tout le monde connaît déjà assez bien le sujet. On va peut-être commencer quand même si tout le monde connaît évidemment la bienveillance, on va peut-être commencer par une petite définition. On va parler de ce que c'est, pourquoi, dans quel contexte, éventuellement quelques outils pour travailler sur la bienveillance. Et on verra après peut-être quelques problèmes qui se posent dans ce contexte-là. Alors, tout d'abord, la traditionnelle définition de début de conférence. La bienveillance est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Définition Wikipédia. On a, nous, réfléchi à quelques notions qu'on pouvait ajouter à cette définition, qui seraient notamment l'attitude dans le cadre d'une relation à une autre personne. Donc là, ce qui est important, c'est la notion de relation. La bienveillance sans relation à quelqu'un d'autre ou à soi-même. On verra un petit peu très rapidement ce contexte-là. Là où c'est un petit peu plus délicat, généralement, c'est quand on a un contexte où il y a une fragilité, une tension, des conflits. Quand tout se passe bien, bon, la bienveillance, on s'en préoccupe pas trop. Et on associe la notion souvent à l'altruisme et l'empathie. L'altruisme étant le fait de penser à l'autre, l'empathie, le fait de savoir se mettre à sa place. Les différents contextes dans lesquels on va parler de bienveillance. Tout d'abord dans la sphère privée, dans les relations familiales, amicales, au sein d'un couple. Mais on peut aussi parfois, dans certains contextes, parler de bienveillance envers soi-même. On pense que c'est plutôt quelque chose qu'on a tendance à oublier, qui peut conduire à du surmenage, à des genres de choses. Quand on se met la pression, quand on est trop exigeant avec soi-même, on peut dire qu'on n'est pas vraiment bienveillant avec soi-même. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi imaginer le concept appliqué à sa propre personne. Ça, c'est la sphère privée, pas facile à dire. Et quand est-ce qu'il y a besoin de bienveillance ? Est-ce qu'il y a des cas où... Quels sont les cas où il peut y avoir besoin de bienveillance ? Transition pour la diapo suivante. Ah oui. Tu m'as fait peur. Je rajoute des trucs. C'est un peu ma faute. C'est pas très bienveillant, pardon. Bon, il y aura un petit peu d'impro potentiellement. Voilà. Dans la sphère professionnelle, effectivement, Luc. En cas notamment, donc, si on prend la partie de gauche, j'ai un pointeur en théorie qui n'a pas l'air de fonctionner. En cas de désaccord, d'incompréhension, sans même aller jusqu'au conflit, ça crée forcément des tensions et il y a un moment il va falloir régler les désaccords. Donc il va y avoir des débats, des discussions, lors desquels on va peut-être avoir besoin de certains outils pour éviter justement de créer des clashs, vraiment que ça soit pas maîtrisé. Et un peu plus grave, l'absence de bienveillance peut amener à des abus, notamment, alors là on parle en termes d'entreprise, micromanagement, entrave au développement de la personne, de sa carrière, ou carrément du harcèlement. Dans ces cas-là, est-ce que la bienveillance va pouvoir s'appliquer ? On verra. Mais voilà, ça on va dire que c'est plutôt... Donc, on va aborder les aspects sous le biais de pardon. On va parler d'outils
qui sont liées à cette notion de bienveillance, qui vont servir à aborder ces moments de tension et de conflit pour essayer de les diffuser et d'arriver à un débat sain derrière. À la rencontre aussi donc de la sphère personnelle et professionnelle, comme on est des êtres humains, on apporte un peu de nous dans nos entreprises, on apporte aussi nos convictions, nos luttes, nos débats, nos problèmes. Ça peut créer donc des discussions intéressantes. On pense à aussi des revendications qui peuvent ressortir de tout ça. On pense à MeToo, dans le domaine, ça a commencé pas que, mais le cinéma, les sports, ça ressort régulièrement malheureusement. Dans le domaine du sport, on a aussi des luttes qui viennent s'inscrire, donc c'est la rencontre vraiment de luttes personnelles avec le milieu professionnel et plus proche de nous aujourd'hui, dans la tech, des notions qui touchent à tout ce qui touche à l'écologie, le Green IT, etc. Donc, qui vont venir créer une tension entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et même questionner le milieu professionnel. Quoi. Questionner, oui, même la façon dont on travaille et nos rapports aux autres, lors de ces réflexions notamment. Donc ça, tout ça, alors les premiers sont sont pas tout à fait les mêmes que le Green IT, mais ce genre de problèmes, on va dire, qui viennent du monde de la sphère privée dans la sphère professionnelle, peuvent amener à des discussions houleuses, des débats, lors desquels on aura besoin d'outils pour que chacun puisse se faire entendre, notamment un qu'on va appeler... on le verra après, je te laisse. Ouais, donc alors comment, voilà, la bienveillance, comment ça s'établit. Il y a, quand tout va bien, il y a déjà des postures, des façons de se comporter qui peuvent aider. Voilà, le classique, faut se comporter avec les autres comme on aimerait que les autres se comportent avec nous. C'est, voilà, un peu des banalités, mais c'est toujours du bien à rappeler. Accepter sa subjectivité et la diversité des opinions et les sensibilités des autres. Voilà, plutôt dire cette conférence elle est nulle. Non, l'attitude ou ce contenu-là est nul, ou je trouve que c'est nul, mais en faire une vérité d'un sentiment ou d'une émotion, ça c'est problématique. Et le fait de changer certaines verbalisations, ça permet de mettre la nuance, quoi. Il y a aussi le dispositif d'écoute active qui a été mis en place par Carl Rogers, dont on reparlera un petit peu après, qui est écouter quelqu'un sans l'interrompre, questionner pour être sûr qu'on a bien compris au moment opportun, et reformuler. Donc voilà, si j'ai bien compris, ce que tu veux dire, c'est ça, et puis du coup voilà, on valide au fur et à mesure de l'échange ce qu'on a bien compris. Et du coup, au moins, ça permet de garder les personnes en phase au moment de ce débat. Et alors, quand ça va moins bien, quand il y a vraiment des incompréhensions qui restent ou des tensions qui montent, il y a un outil notamment qui existe qui s'appelle la communication non violente, la CNV. Et alors, d'où ça vient ? C'est une histoire de chacal et de girafe. Alors, dans cette présentation-là, on a rassemblé un peu différents éléments qu'on présente un peu des fois de façon un peu simplifiée ou adductrice. C'est des choses à aller creuser un peu par soi-même. On est obligé de faire court dans le format. Donc, on peut présenter des choses un peu, voilà, de façon réductrice, mais voilà, on le dit maintenant, c'est un peu un disclaimer. Et puis, mais voilà, c'est des choses à creuser un peu de chaque côté. Donc, il y a Marshall Rosenberg qui a élaboré cette méthode. Donc c'est un élève de Carl Rogers dont on parlait tout à l'heure. Donc on voit qu'il y a un centre d'intérêt commun et puis un sujet qui évolue. Et pour schématiser, il propose une alternative au chacal qui lui va plutôt parler de jugement. Voilà, c'est nul, qui va évaluer des choses, donc un jugement de valeur aussi, et qui va élaborer des stratégies pour arriver à ses fins, à ses objectifs, en imposant des exigences aux autres. Et donc ça, c'est un peu la posture du chacal. Et il oppose ça à la posture de la girafe, qui avec son long cou prend de la hauteur sur le sujet, qui va plutôt factualiser, donc observation.
qui va verbaliser les ressentis. Ben voilà, je suis un peu déçu par cette conférence, ou au contraire, je suis très enthousiasmé par cette conférence, et qui va pouvoir essayer de réfléchir d'où viennent ces sentiments, à quels besoins quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits, qui ont provoqué cette émotion. Et une fois que ce besoin est exprimé, on va pouvoir émettre une demande à l'autre personne avec qui la discussion se passe, pour dire écoute, est-ce que serais-tu d'accord pour ceci ou pour cela, sachant que dans la méthodologie, cette demande peut être refusée. C'est-à-dire que potentiellement la personne en face, elle n'est pas d'accord et il faut l'accepter. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la théorie. Puis il y a Malo qui va vous présenter un cas concret. Attends. Peut-être un petit problème de... T'as pas finalisé la diapo? Normalement, je pensais que c'était... Enfin, je savais que c'était pas clair, c'était à moi de le faire. Ah non, si, c'est toi. Les diapos importantes, c'est Malo. Hein. Ah, ok. C'est souvent que... Après, il y a seulement cette diapo qui est pas prête. J'avais pas compris bien qui devait la faire. Alors, je me sens un peu mal à l'aise et un peu déçu. Oui, moi aussi. Alors, j'ai besoin de clarté pour travailler, je t'avoue, donc un petit peu d'empathie de ta part. Oui. Il y a quand même du monde. Et je propose que la prochaine fois, on clarifie mieux qui fait quoi. Ouais, ok. Bon, c'est vrai que j'ai peut-être été un peu dur. Il y a que cette diapo qui est ratée. Voilà, moi, je me sens aussi un peu frustré. Je t'avoue que j'ai besoin, dans du travail collectif, de fiabilité, que ça roule. Écoute, est-ce que tu serais d'accord pour continuer quand même sans la diapo? Je vais essayer de voir. Après, là, j'ai pas de support visuel. Moi, je me sens bloqué. J'ai besoin de mes notes. Es-tu d'accord pour qu'on passe à la suite? Ouais, je crois on va arrêter ce petit sketch ici. Merci. Merci. Voilà, donc on voulait savoir ce que vous avez pensé de cette petite scène. Qu'est-ce que ça vous a évoqué? Donc, levez la main, parlez, puis nous on va répéter pour que ce soit dans l'enregistrement. Qu'est-ce que ça vous a évoqué? Ouais. C'était long pour pas grand-chose. Oui. Ouais, mais toute la conférence est comme ça. Ouais. Et encore 50 minutes. Ah, d'accord. Je trouve que... Alors, devant, oui. Puis... Ouais. Vas-y. Ça donne une impression de surface. Que même si on donne des émotions qui sont internes, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Ça donne l'impression d'être un peu faux, quoi. Okay. Pas naturel et superficiel. Ok, d'accord. Une impression de malaise, d'empathie. De votre part ou... Donc, ok. Ah, ça c'est jeu d'acteur en français. Ok, ouais, alors, ouais. On n'est pas très bon comédien, mais ok, d'accord, ok. Donc pour, ok. Après, non, non, Du coup, en effet, c'est une scène jouée devant tout le monde, c'est particulier. oui. Si c'était entre vous, moi je pense que c'est communication non violente, donc c'est bien, c'est la manière de faire, pas juger, questionner ses sentiments et son ressenti sur le point. Vous avez à peu près rien fait, sauf à mon avis, quand je lui ai dit un peu d'empathie, Oh oui. Alors j'ai mal formulé un moment la partie du script effectivement où j'ai un peu imposé ça aurait dû être dans la demande ou alors je devais dire j'ai besoin d'empathie. C'est vrai que j'ai mal. C'est déjà presque une demande, oui, c'est vrai. j'ai l'impression que je ne me sens pas écouté. C'est ouais, ça c'est une limite. Après on avait quelqu'un ici. Oui. Est-ce que les stoïciens ont raison finalement? On en reparlera à la fin de la conférence quand tout le monde sera dans le rush et qu'il faudra partir. Ok. D'autres retours, oui? Je sais que c'est pas dans ta nature, mais soit plus violent, ce sera plus percutant. Ça convaincra mieux. Oui, être plus violent. Oui, on avait prévu qu'il soit violent, mais il n'y arrive pas. Est-ce qu'il est trop gentil? Ouais, j'ai besoin de nounours. Ouais. Ça fait penser aux cérémonies agiles. Ok, d'accord. On a un pont à la fin là-dessus. Ouais, c'est bien vu. Ouais. Non, mais le côté très cérémonieux, c'est ça. C'est un côté très.
Une bienveillance. Alors, Ok. on le formule pas de cette façon, mais t'as un peu le sens du truc. Donc effectivement, donc pour paraphraser, une bienveillance peut-être de surface dans un contexte où c'est pas forcément ce qu'on demande. Ok. Je reformule pour les sous-titres. Voilà. Pour les oreilles délicates. C'est ça. Ok. On va reprendre le film et Ouais. c'était un peu les retours qu'on a eu aussi un peu de ça. Voilà. Bon, on va dérouler quand même. parce Oui, qu'on est- après, enfin, ça, globalement dans les remarques, hein, si on synthétise, il y a une impression d'un discours un petit peu faux, formaté. Là, bon, le fait qu'est-ce que c'est le contexte, est-ce qu'on a besoin dans un contexte professionnel en tout cas. Et par contre, il y a quand même des points positifs. Prendre de la distance par rapport au problème, essayer d'apaiser les tensions. Même si là, Luc était trop gentil. Ouais. S'il avait été plus méchant et que j'avais répondu la même chose, ça l'aurait peut-être calmé. Mais effectivement, on va aborder de toute façon ces points-là. Donc dans les bénéfices, justement, les choses positives de la communication non violente, il y a le fait, donc on va parler d'une démarche opérationnelle et méthodologique, c'est-à-dire que c'est vraiment des outils. Donc OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. Surtout, on a une méthode qu'on peut essayer d'appliquer. Alors bon, il faut avoir le vocabulaire, on va voir après. Qui permet en tout cas d'avoir des outils si on ne sait pas forcément comment répondre ou se réagir face à un problème, au moins on peut s'appuyer là-dessus sur la méthode. Et après il y a aussi quelque chose d'important, la factualisation, donc la phase d'observation, ça doit être une observation factuelle, on va dire objective autant que possible, va permettre quand même de prendre un peu de recul par rapport au problème. Voilà. Tu auras toutes les diapos et en fait non, il y en a une. Oui. J'ai raté une diapo, effectivement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de ça? Et après, voilà, est-ce que j'ai un besoin, une demande de ça? Dans la méthode, il n'y a pas donc juste OSBD, il y a aussi un vocabulaire. Ou en tout cas, il y a ce qui peut nous aider. Il y a un ensemble de sentiments qu'on va pouvoir utiliser. Ils sont regroupés par catégorie, donc ça fait un petit peu penser à la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, sauf qu'ici, les besoins ne sont pas hiérarchisés. Ils sont juste en catégorie, mais ça peut nous aider au moins à poser des mots sur des sentiments, parce qu'on n'a pas forcément le vocabulaire à un moment donné. Bon, ça, le problème, c'est qu'il faut les apprendre, ces mots, c'est sûr. Mais au moins, voilà, on a un framework qui va nous permettre de verbaliser nos émotions, nos sentiments. Et s'il y a des parents dans la salle, apprendre ça à des enfants, enfin guider des enfants vers ça, c'est quand même vachement utile pour éviter que les émotions débordent et qu'elles soient pas comprises. Le jour où votre enfant vous dira qu'il est extatique, vous pourrez être fier de vous. Alors, je vais chercher mon fils tout à l'heure, il va passer quelques moments au Brest Camp, et c'est peut-être le genre de mot qui pourrait sortir. Ah ouais. Mais ouais. On lui fera passer des tests. Mais ouais. Le plus dur, c'est... Ouais. De même qu'on a une taxonomie des sentiments, on a aussi un peu de vocabulaire pour parler des besoins. Ce qui est parfois difficile déjà à identifier, alors mettre des mots par-dessus. Même principe. D'ailleurs, c'était plutôt là la pyramide des besoins que d'avant. Donc voilà, pas de hiérarchie non plus, mais on a quand même des grandes catégories qui se dégagent. Le bien-être physique, l'expression de soi, l'empathie, tout un tas de choses. Après, c'est pas exhaustif, mais voilà, ça donne déjà des outils pour communiquer et aussi juste réfléchir, parce qu'avant de mettre des mots, il faut déjà comprendre ce qu'on ressent et essayer d'identifier ce dont on a besoin. Donc ça, c'est la méthodologie en tout cas. Alors il y a quand même le côté artificiel de la méthode, on l'a un peu surjoué. En pratiquant, ça peut quand même devenir plus naturel et être un peu plus un réflexe pour dépassionner les choses. Les impacts de cette méthode, il y a des études qui parlent quand même de l'efficacité de cette méthode-là. Donc c'était testé dans le milieu médical pour résoudre des conflits entre soignants, entre équipes soignantes ou entre les personnes soignantes et les personnes soignées.
Ça a été testé aussi, cette méthode a été testée en milieu scolaire ou dans des cas de conflits autour de rapports de minorité sur des questions de sexe, de genre, d'ethnique, ou aussi dans le milieu carcéral, dans les tensions entre les équipes. Et il y a des vrais résultats d'empathie, notamment, de compréhension mutuelle et qui ont permis de mettre en place des solutions. Donc il y a des effets positifs de cette méthode-là. Ne serait-ce que pour clarifier le rôle de chacune des équipes, parce que des fois il y a des équipes qui sont épuisées parce qu'elles prennent en charge des responsabilités qui en fait sont pas les leurs, et c'est l'autre équipe qui devait le faire mais qui le fait pas. Enfin, et du coup, en clarifiant tout ça, en fait, des fois on résout un certain nombre de tensions. Ceci étant dit, ces études-là, on peut leur reprocher le fait qu'elles sont pas comparatives, c'est-à-dire que il y a l'État, l'arrivée de la CNV, mais c'est souvent pas comparé avec comment une autre méthode de résolution de conflits pourrait marcher. Et du coup, voilà, on peut déplorer un peu ce manque de comparaison. Et là, il y a aussi des fois des difficultés qui remontent avec des phénomènes qui sont plutôt contre-productifs à créer de la violence quand on impose une méthode que les autres ne connaissent pas ou n'acceptent pas. Des fois, quand on a trop d'empathie, on passe beaucoup de temps à exprimer les émotions et moins les solutions, donc un curseur à trouver. Ça demande beaucoup de temps, d'énergie et de recul de comprendre ses sentiments, ses émotions. C'est quand même un outil pour chaque personne d'arriver à faire ça, mais c'est quelque chose à mobiliser. Et c'est une méthode qui marche quand toutes les parties prenantes veulent bien suivre cette méthode-là. Parce que s'il y en a une qui, tes demandes, tes sentiments, moi ça me passe pas au-dessus de la tête, ça marche pas. Et le dernier point un peu problématique, c'est que il y a quand même une influence spirituelle derrière la CNV du coup il y a un petit côté pseudo-science qui gêne un peu. Après, c'est pas la première mauvaise méthode qui donne des bons résultats, mais c'est quand même quelque chose qui pose problème. Et notamment, il y a un lien fort avec le courant du New Age et la loi de l'attraction. En fait, le New Age, on pense souvent aux années 70, mais en fait, ça remonte au 19e siècle, avec c'est un courant théosophique qui a été évoqué par Helena Blavatsky, qui a été reformulé par Mulford, et qui dit que la loi d'attraction, que en fait, l'univers réagit à nos pensées, à tout ce qu'on émet, et on se prend en retour la réaction. Et donc nous, on connaît le côté peace and love, où on dit il y a une attitude détendue, pacifique, joyeuse, et l'univers vous donnera des bonnes choses en retour. Quand on dit telle personne est plutôt charismatique, elle a une belle énergie, tout ce vocabulaire-là, ça vient un peu de l'influence du New Age dans notre culture. Sauf que la loi de l'attraction, ça dit aussi le contraire. C'est que si on a des mauvaises pensées, une attitude négative, on va se prendre en retour des maladies, les malheurs de notre vie. En fait, c'est la réponse qu'on a de notre attitude. Et ça, c'est problématique parce que une personne qui est en difficulté parce qu'elle est malade, parce qu'elle a un cancer, parce qu'elle se sent déprimée à cause de ces problèmes-là, si elle est dans ce courant de pensée-là, dit je suis angoissé, c'est une mauvaise émotion, je vais aggraver mon état. Ou alors, en fait, c'est pas vraiment un cancer que j'ai. Je vomis de temps en temps. J'ai pas besoin d'aller faire une chimio. Je vais exprimer de la joie, donc du déni, et j'irai mieux parce que je vois pas le problème et du coup, j'émets des ondes positives et ça va s'arranger. Et il y a des spirales en fait qui débouchent mal pour certaines personnes qui du coup des fois décèdent de leur attitude et quand c'est des conseils qui sont prodigués justement par des coachs, en fait ça peut amener des gens à ne pas aller se soigner parce qu'en fait c'est pas parce qu'on est méchant qu'on a un cancer, c'est qu'on n'a pas de bol quoi. Dans la plupart des cas, faut aller chercher le soin. La majorité. Voilà. Voilà. Donc voilà. Le bon côté, souvent on l'accepte souvent, que quand
quand on est sympathique, ça fait du bien à tout le monde. Sauf que ça c'est chouette. Je dis pas qu'il faut arrêter d'être sympathique, mais il y a quand même dans les fondements de tous ces philosophies-là, enfin de tous ces courants de pensée-là, ça pose un problème. Et l'autre problème, c'est que ça met tout le travail sur la personne, c'est-à-dire sur la victime qui va dire voilà, je me sens pas bien, il s'est passé ça, moi j'ai besoin de ceci, et c'est à la personne qui subit les choses d'exprimer des solutions. Et ça fait quand même beaucoup à mettre sur les épaules des personnes qui sont plutôt du côté victime, quoi. Et surtout quand les problèmes relationnels deviennent graves. Voilà. La CNV, c'est aussi un outil qui peut être sollicité quand il y a des tensions en entreprise, avec des coachs qui viennent en tant que tierce personne et proposer ce genre d'outil-là. Et c'est là que, pareil, ça peut faire du bien de libérer la parole d'une façon générale. Sauf que dans cette démarche-là, pareil, c'est aux victimes d'exprimer ce qui va pas bien. Et donc des fois dans un rapport hiérarchique qui est un peu asymétrique, donc c'est encore plus compliqué. Et quand c'est dans le cadre de cette hiérarchie-là qu'il faut exprimer des demandes et des solutions, on comprend que c'est quand même pas compliqué, que c'est plutôt compliqué, pardon. Hop. Et d'une façon générale, cette démarche-là, à nouveau met le focus sur là où les victimes, et ça empêche de prendre du recul, de voir le côté systémique. Et en fait, il y a peut-être une personne ou un comportement qui est problématique dans l'entreprise, et qu'en fait, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut traiter le problème plutôt que sur les symptômes de quelqu'un qui va pas bien, quoi. Ou l'organisation même de l'entreprise. Ça peut être un problème structurel qui fait que il y a quelque chose qui marche pas. Et c'est pas de la responsabilité des personnes de régler le problème. En tout cas, pas d'une personne, ça va être revoir l'organisation. Voilà. Donc cette vigilance, elle a à voir un peu avec toutes les démarches de développement personnel qui sont aussi souvent, ils mettent le focus sur l'individu pour avoir la win et tout. Et en fait, des fois, pour qu'une personne puisse s'épanouir, en fait, il faut tout un écosystème autour d'elle et pas juste l'individu à trouver les ressources pour progresser dans un domaine ou dans un autre. Donc vous l'aurez compris, il y a la bonne bienveillance et la mauvaise bienveillance. Moi, je vais parler de la mauvaise bienveillance principalement. C'est un peu le sujet global, si vous avez remarqué. Je vais commencer par ce que j'ai appelé des dérives involontaires, c'est-à-dire des choses qui pourraient se produire de manière involontaire. On l'a un petit peu évoqué, mais sur le fait que, alors la communication non violente, mais pas seulement, rien que le fait de demander à une personne de s'exprimer, parfois elle n'est pas en état, soit elle est trop énervée ou elle est perturbée elle n'est pas en état de s'exprimer, elle n'a pas envie, c'est pas le moment. Mais vouloir lui imposer un dialogue, c'est ajouter aussi une forme de violence. Et si on lui met en plus la main sur l'épaule, personnellement je déteste ça, donc ne me le faites pas. Je comprends. Mais il y a des cas, ça c'est quelque chose qu'on peut voir très fréquemment, il y a quelque chose qui s'est mal passé, ça vous a pris la tête, ça vous a saoulé, vous n'avez pas envie, là vous êtes non bon ok, je vais me concentrer sur mon taf, je vais faire mon truc, et si la personne en plus qui est à l'origine de ce problème vient pour essayer de forcer le dialogue, ça va rajouter de la tension plus qu'autre chose. Mais pourtant ça part éventuellement, généralement quand même, on peut partir du principe que ça part généralement d'une bonne intention. Et donc voilà, il faut faire quand même attention à pas forcer le dialogue avec l'autre personne. Donc, merci de faire attention. Merci de faire attention. Donc là, je parlais aussi de la surapplication. C'est celui-là le merci de. Vouloir aussi, donc on l'a vu, la CNV, mais encore une fois, ça s'applique à toute forme de dialogue, impose un certain format, une certaine manière de s'exprimer et un vocabulaire. Toutefois, quand on a des tensions, des conflits, on a aussi parfois besoin d'exprimer une colère, d'exprimer son ressenti. On ne devrait pas non plus faut faire attention de ne pas s'attarder trop parfois sur la forme et utiliser ça pour invalider l'expression d'un besoin, d'un sentiment. C'est-à-dire, là tu as dit ça, mais j'ai trouvé que tu l'as dit de manière un petit peu
trop virulente ou tu étais un petit peu trop énervé, ça m'a pas Peut-être un plu. peu plus bienveillant dans la façon dont tu exprimes Voilà. tes demandes. Merci d'être plus gentil. Donc voilà, imposer une façon d'exprimer, donc s'accorder plus quelque part sur la forme, peut risquer de couper le dialogue. L'autre personne aura moins envie de s'exprimer potentiellement, ou juste. Donc ça peut être involontaire, ça peut parfois être volontaire. On peut aussi volontairement dire tu me parles mal, de toute façon, j'ai pas envie de t'écouter. Donc voilà, ce genre de. Et c'est pas parce qu'on parle mal qu'on a tort. Là, on se rapproche un peu plus on va dire, de choses un peu plus toxiques. Alors, il y a une petite BD que j'avais vu passer sur Twitter. Sur X. Sur X. Non, à l'époque, c'était Twitter. T'as raison. Là, on est un peu plus proche de détournements, on va dire, volontaires. Ça reprend un petit peu la suite de ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire qu'on va invalider, disqualifier le propos de la personne, justement parce qu'elle est trop violente, hystérique, je mets des gros guillemets. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit donc assez fréquemment dans le cadre d'un couple. Donc la petite BD, si vous n'arrivez pas à lire, en gros, je vous résume, on a à gauche monsieur, à droite madame. Madame dit, t'as encore oublié de sortir les poubelles. Monsieur dit, mais comment tu me parles ? Je vais t'expliquer comment tu peux t'exprimer de manière bienveillante. La communication non violente, c'est super, machin. Donc à ce moment-là, le monsieur, lui, ce qu'il a ressenti, c'est une agression de la part de l'autre personne qui était énervée parce qu'il n'avait pas fait une chose. Ce qu'on ne voit pas derrière, c'est qu'en fait, il n'avait pas sorti les poubelles. Il laisse toute la charge à sa femme lui répète tout le temps. Éventuellement, il fait aussi il y a plein d'autres choses qu'il ne fait pas à la maison, alors qu'elle, son seul tort, c'est de lui avoir parlé de manière un petit peu trop virulente. Donc c'est un peu le contre-feu qui cache la résolution du problème. Quoi. Et donc en fait, là, on se rend compte que imposer cette communication non violente lorsque l'autre exprime sa colère, qui est potentiellement justifiée, là a priori oui, peut être utilisé donc à la faire taire tout simplement, à la disqualifier et à dire tu me parles trop mal, c'est pas la peine de discuter. Et ça s'inscrit, donc c'est ajouter de la violence à un cadre déjà violent en imposant la non-violence. C'est un petit peu paradoxal. Et donc ça s'inscrit dans ce qu'on appelle le continuum de violence. S'il y avait juste cette conversation sortie de son contexte, on dirait oui, effectivement, elle a peut-être été un petit peu violente, mais il y a toujours un contexte autour. Ah, c'est tout pour toi. Ouais. N'ayant pas d'enfant. Donc voilà, c'est difficile de parler de bienveillance sans faire un crochet du côté de l'éducation. Donc là, on parle de la CNV parce qu'en fait, c'est une démarche qui m'a beaucoup intéressé à un moment, avec des expérimentations, des retours, et puis on a avec l'inspiration de mon épouse aussi qui a bien guidé ça aussi. Je la remercie. Et du coup, on a lu tout ou partie de certains de ces bouquins. J'ai tout essayé pour gérer les colères, pour une enfance heureuse, le cerveau de votre enfant, etc. Un certain nombre de livres qui viennent hyper responsabiliser les parents sur la gestion des colères, de répondre à toutes les attentes, les besoins, de l'épuisement, des situations d'échec par rapport à des choses qu'on n'a pas résolues, et encore un gros focus sur le parent, sa responsabilité. Pareil, un formatage des verbalisations, un gros côté pseudoscience aussi. Il y a Isabelle Filiosa notamment qui disait que attention à pas laisser pleurer vos enfants trop longtemps, parce qu'il y a une étude qui montre que le stress détériore le cerveau des rats. Et du coup, on n'a pas envie de détériorer le cerveau de son enfant quand même. Sauf que, en fait, quand on regarde l'expérience scientifique, c'était des rats qui étaient soumis à des glaçons et aux flammes. Voilà, donc on est quand même loin on est loin du pleur. Ouais. Faites pas ça à la maison, du coup. Voilà. Et puis une autre des dérives, c'est que par rapport à cette hyper-responsabilisation, avec plein de parents qui veulent bien faire, il y a du coaching parental qui se développe pour dire mon enfant n'arrive pas à s'endormir pour les siestes, c'est épuisant et tout. Du coup, est-ce que vous pouvez venir voir ce qui se passe dans la maison ? On l'a fait, nous, à un moment. C'est sa chambre, il n'arrive pas à dormir dedans, aidez-nous, quoi.
Et puis on paye ces personnes-là et c'est bien. Enfin, en l'occurrence, ça nous a aidé aussi, donc on peut pas non plus trop cracher dessus. Voilà, attention à cette dérive aussi. Il y a quand même de bonnes choses qui viennent de tous ces livres-là. Il y a des progrès. Voilà, considérer que l'enfant est une personne dès le début de sa vie, c'est important en fait pour la construction de l'enfant. Il n'y a pas un âge où à un moment donné, ça devient un être responsable qu'on peut considérer vraiment qu'une personne, alors qu'avant, c'est quelque chose qu'on doit contrôler, quoi. Guider un enfant vers la verbalisation de ses émotions et de ses besoins, c'est chouette, parce qu'on sait ce qui se passe dans sa tête, et puis on peut gérer les choses différemment. Mais voilà, c'est un enfant, donc il fait ce qu'il peut avec la vague d'émotions qu'il ou elle peut avoir. Et d'une façon générale, voilà, toute alternative à une violence parentale, c'est souhaitable. Donc voilà, il y a quand même des choses bien qui viennent de ça. Voilà. Petite vigilance sur Super Nanny, où là, on est plutôt sur la banalisation des violences éducatives ordinaires, avec des enfants qu'on tire, qu'on met au placard et tout. Enfin, il y a des extraits qui sont un peu choquants, quoi. Donc c'est un peu à part des 3 autres livres dont j'ai parlé, mais ça fait partie Enfin là, pour le coup, un peu de bienveillance, ça pourrait être utile. Voilà. Je vais revenir donc sur la mauvaise bienveillance. Et là, on va encore plus loin sur ce qu'on appelle le bienveillance washing. Il y a un problème, on a un petit problème, déjà moi j'ai personnellement un petit problème avec le terme même de bienveillance. C'est que Monsieur Viktorovitch nous dirait que c'est un concept mobilisateur. C'est-à-dire un terme suffisamment consensuel avec lequel on ne peut qu'être d'accord, mais qui n'a pas de sens précis. C'est-à-dire que c'est difficile d'être, de bonne foi en tout cas, contre la bienveillance. Je pense que vous n'avez jamais de votre vie entendu quelqu'un vous dire, à part peut-être dans le titre de cette conférence, non, la bienveillance, c'est nul, je suis contre la bienveillance. D'ailleurs, l'opposé de la bienveillance, la malveillance, personne ne s'en revendique, a priori. Donc, être pour la bienveillance, c'est un peu comme être pour la paix, contre la faim dans le monde ou contre le cancer. A priori, on est tous d'accord. Ou être républicain. J'ai pas osé la mettre. Monsieur Viktorovitch, encore une fois, nous dirait aussi que c'est un concept creux ou un signifiant creux, c'est-à-dire que c'est assez proche de ce qu'on a vu juste avant, c'est que là, les gens... Donc c'est un terme fourre-tout dans lequel chacun pourra projeter le sens qui servira le mieux ses arguments. Donc là, on peut voir, il y a 2 choses. Il y a d'une part, moi, je peux utiliser ce mot et y mettre ce que je veux derrière en fonction des arguments que j'ai envie de mettre en avant, si je me prétends bienveillant. Et les gens qui m'écoutent auront leur propre définition qui dépendra de leur expérience. Et ils seront aussi d'accord avec moi en disant parce qu'ils projetteront leur définition de la bienveillance. Donc ça dépendra de l'expérience de chacun et donc potentiellement même du contexte dans lequel je vais utiliser le mot. Donc là on voit qu'on a un petit problème avec le terme de bienveillance. On a tous vaguement une idée, chacun sa propre définition, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais on est tous d'accord pour dire que c'est bien. Ok, donc à partir du moment où si tout le monde est d'accord pour dire ça, c'est-à-dire que ce terme n'a pas vraiment de sens. Attends, je voulais juste revenir. Oui. Donc je voulais aussi parler d'Elisabeth Fetty, qui anime le podcast Méta de choc et qui parle de la zététique, de la pensée critique. C'est un nom rigolo. Qui dit voilà pourquoi est-ce qu'on pense ce qu'on pense. Qui parle du scepticisme, pas comme attitude, mais de l'attitude du scepticisme qui revient à remettre en question, à critiquer les choix qu'on fait. Et donc voilà, je vous encourage à écouter ce podcast. C'était une des sources d'inspiration aussi pour cette conférence, parce que elle a été à fond dans le New Age et puis elle en est revenue justement parce que grosso modo elle parle des croyances et on en a toutes et tous, il n'y a pas de souci. L'idée c'est de clarifier les croyances de chacune et chacun pour arriver à bien vivre ensemble, quoi. Et il y a une série de podcasts sur la CNV notamment. Oui, sur la CNV et sur la loi de l'attraction. Et le développement personnel, je crois. Et aussi, ouais, il y a plein de choses intéressantes. Voilà. Donc voilà, la bienveillance. Qu'est-ce qu'on en garde, qu'est-ce qu'on jette ? Il y a quand même des notions sur lesquelles on va pouvoir se mettre d'accord. De toute façon, on ne peut pas la critiquer. On ne peut pas la critiquer. De toute façon, je suis inattaquable. Voilà. Ça fait travailler l'empathie, en tout cas si on utilise certains outils ou si on fait l'effort. Et notamment, ce qu'on ajouterait, pour moi, en tout cas pour nous,
On est assez d'accord sur le fait que la bienveillance doit être aussi une démarche active. Il suffit pas de se dire ah ça serait bien que tout se passe bien pour toi. La bienveillance, c'est aussi que moi j'essaye de faire en sorte que ça se passe bien pour les autres. Donc il y a quand même une démarche active, une volonté de faire le bien. Par contre, voilà, dans les problèmes qu'on a évoqués, c'est un petit peu flou. Le terme même, le concept est un petit peu flou. Vous verrez d'ailleurs dans l'étymologie, souvent ça revient, c'est tiré de benevolentia, mais bon, après c'est pas tout à fait la bonne étymologie. Qu'est-ce que le bien ? Le bien pour qui ? Comment ? Pourquoi ? Où allons-nous comme ça ? Et surtout l'incompatibilité donc des injonctions à la bienveillance et à l'authenticité. On revient un petit peu là sur le problème qu'on a évoqué avec la CNV. La non-violence, s'exprimer de manière non-violente, c'est bien, a priori, mais ça nous force aussi à policer extrêmement notre langage, à parfois utiliser des périphrases, reformuler, paraphraser. On exprime peut-être plus autant l'émotion que ou en tout cas notre ressenti, que vraiment ce qu'on pense. Donc on perd en authenticité. On a aussi, quelqu'un a évoqué le terme de bullshit dans le langage, il y a ce genre d'idée. Voilà, on peut avoir une bienveillance de façade qui fait qu'on perd le fond finalement des opinions des uns et des autres. C'est ça, ouais. À chercher la forme qui va bien et qui peut être attaquée, on perd le lien avec le fond, ce qui pose vraiment un problème. Et là, pour le coup, on a vraiment besoin de sincérité, d'authenticité de la part de chacune des parties pour vraiment comprendre ce qui se passe et résoudre, quoi. Voilà. Et donc aussi, encore une fois, on se répète, mais c'est quand même important, ça met le focus sur l'individu, ce qui peut être contre-productif quand on a un problème structurel. Ou d'organisation collective. D'organisation collective, que ce soit en entreprise ou dans la vie ou dans un gouvernement, par exemple. On peut vous donner quelques exemples. Alors, j'ai plus la transition, c'est pas grave. Vas-y. Ouais. Cas qui arrive. Donc là, on va revenir un peu plus à notre quotidien. Voilà, j'ai un truc à développer, à implémenter ou un bug à résoudre. J'y arrive pas. Du coup, je vois qu'il y a un collègue qui passe, dit bon, écoute, j'ai besoin d'aide. Je bute sur cette difficulté-là. Est-ce que tu peux m'aider ? Donc là, collègue, attitude bienveillante. Il y a plusieurs choses qu'il peut faire, qui peuvent venir vraiment soulager la personne en difficulté. La première, c'est je vais gérer. C'est quoi le problème ? C'est quoi le numéro d'issue ? Puis je vais faire. Je sais que ça va te soulager. Tu vas pouvoir passer à autre chose. Et je fais et je résous. Donc c'est un soulagement fort et immédiat pour l'autre personne. Je montre que c'est Malo, mais c'est moi j'ai pas de problème. Le problème c'est que moi j'ai peut-être réussi à résoudre le truc, mais Malo il sait pas, il n'aura pas vu comment faire le diagnostic, comment faire la résolution, et puis il n'y a pas de partage. Mais de mon point de vue, je l'ai soulagé direct, c'est ce qu'il demandait, donc j'ai voulu son bien. Voilà. Autre attitude, écoute, explique-moi le problème, voilà, je te regarde faire, montre-moi le code, explique-moi ton code, qu'est-ce qui marche pas, etc. Et là, Malo, il n'est pas autant soulagé parce qu'il croyait que j'allais peut-être beaucoup soulager, puis en fait, non, il se retrouve encore à faire des efforts, à expliquer, etc. Donc c'est un peu un petit soulagement. Pour lui, ça fait durer encore la pénibilité. Mais à côté de ça, on apprend ensemble. Attitude bienveillante aussi. J'ai permis à Malo de monter en compétence sur la façon de diagnostiquer et de résoudre. Bon, dans les deux cas, j'ai voulu le bien. C'est quoi le bien de Malo ? C'est le soulagement à court terme, le soulagement à long terme. Apprendre, pas apprendre. En fait, mon point de vue sur le bien de Malo, c'est le mien, mais en fait, je sais pas ce qui est bien pour lui, quoi. Donc voilà, c'est une illustration du flou. Un autre cas, donc là c'était encore dans un contexte où on va dire on a un rapport assez proche, donc on est au même niveau, on peut vouloir aider l'autre. Dans un cas où ça pose un petit peu plus de problèmes, c'est quand on a un rapport de force qui est asymétrique. C'est-à-dire que on va avoir peut-être une opposition d'intérêts, mes intérêts ne seront pas les mêmes que celui de l'autre, que ceux de l'autre personne. Et surtout, le pire des cas, c'est si mes intérêts sont différents et qu'en plus c'est moi qui ai le dernier mot.
Je peux être bienveillant, peut-être de bonne foi, peut-être de mauvaise foi, mais forcément, à un moment, il va y avoir un biais en ma faveur, puisque j'ai l'avantage dans ce rapport de force. Là, c'est dans le cas, on revient sur ce qu'on avait vu au début, c'est que ici, la notion de bienveillance, en tout cas, de vouloir le bien de l'autre, s'inscrit dans un contexte où il y a un conflit. Ici, le conflit, c'est qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Par exemple, moi, je suis ce cher monsieur à gauche, commercial, au top, et Luc, ici, à droite, développeuse de renom. Donc gauche et droite inversé pour vous. Ouais, on a inversé, on aurait pu changer. Et je vais lui donner des arguments du style, donc là, vous avez vu le contexte client un petit peu compliqué, mais tu vas apprendre plein de trucs. Alors, si vous travaillez en ESN, vous avez peut-être déjà entendu ça. Je pourrais lui dire, le lead dev est parti, tu vas pouvoir faire tes preuves, tu vas avoir plein de liberté. Ou alors, c'est pas tout à fait ton domaine d'expertise, mais encore une fois, tu vas pouvoir apprendre plein de choses. C'est bon pour ma carrière, c'est ça ? C'est super bon pour ta carrière, tu vois, c'est top. C'est stimulant, les délais sont courts, la feature, c'est super bien. Ça donne envie. Ouais, plein d'autres. T'es très attendu sur le projet, on t'attend beaucoup. Et encore une fois, ou alors, c'est bientôt ton entretien annuel, tu vas voir, ça te fera un point positif à valoriser. Donc là, on voit tout de suite que, alors au mieux, je pense vraiment ce que je dis. Ça change pas tellement le fond du problème, qui est que même sous couvert de vouloir ce qui est bien pour toi, là c'est surtout en fait ce qui est bien pour moi. Et donc, est-ce que dans ce contexte, la notion même de bienveillance a encore du sens ? Donc là on parle c'est en entreprise, mais ça pourrait être en collectivité. Dans un contexte comme ça, il n'y a pas vraiment de notion de bien ou de mal. Donc bienveillance, malveillance, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. C'est pas tellement le sujet. Chaque partie va défendre naturellement ses intérêts. Moi, en tant que peut-être chef d'entreprise ou commercial, j'ai un intérêt à ce que tu ailles travailler là. J'ai un intérêt à peut-être t'augmenter, mais pas trop. Ce genre de choses. C'est pas d'être méchant ou pas méchant ou gentil, c'est le capitalisme. Mais chacun a ses intérêts. Les intérêts divergents créent des biais dans la façon d'analyser ce qui est bien pour l'autre, quoi. On est forcément biaisé à partir du moment où nos intérêts on a des intérêts différents, c'est normal. On les oppose, on tranche. On est biaisé à partir du moment où c'est un des deux partis qui va trancher. Forcément, il y a un rapport de force qui n'est pas symétrique. Et encore pire, si donc cette hiérarchie, celui qui est en position de force, se revendique bienveillant, il y a encore autre chose qui peut se passer, c'est que ça va réduire l'autre au silence. Par exemple, là, quand je lui dis tu vas voir, tu vas apprendre plein de choses parce que le lead dev est parti. C'est difficile pour moi de dire j'ai pas envie d'apprendre. C'est pour ton bien. Voilà, c'est pour ton bien. Ouais. Moi, je te dis que je veux ton bien, donc tu ne peux pas vraiment me contredire. Tu pourras pas te plaindre. Donc là, en plus, il est un peu bloqué. Donc, pour résumer, le désaccord est normal en collectivité. Pas de notion de bien ou de mal, des intérêts divergents. En fait, c'est ce que je viens de dire. Chaque partie défend naturellement ses intérêts. Donc, attention à la symétrie de rapport de force. Là, c'est le pire. C'est-à-dire que même si, de bonne foi, la personne en position de force veut le bien de l'autre, elle ne sait pas forcément ce qui est bon pour l'autre. Alors, encore moins comment l'appliquer. Et voilà, ça peut être en plus, la notion de bienveillance peut être en plus détournée pour réduire la contestation au silence. Donc peut-être qu'un concept un peu plus intéressant que la bienveillance serait la sécurité psychologique, qui est donc, deuxième définition, on s'approche de la fin, état dans lequel une personne peut exprimer tout son potentiel et ses faiblesses sans avoir peur. Et on notera que la sécurité psychologique, et c'est là qu'on fait le point avec l'agilité, sera beaucoup plus pertinent, puisque l'idée, c'est pas de vouloir le bien de l'autre, c'est juste de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer sans avoir peur. Qu'est-ce que ça va permettre ? C'est que ça va permettre déjà d'oser, donc exprimer des idées nouvelles ou expérimenter, puisque on n'aura pas peur de se tromper, d'exprimer des erreurs, donc on va pouvoir apprendre.
et on n'aura pas peur non plus de découvrir, donc, ou d'innover par sérendipité, c'est-à-dire par hasard. Ça fait bien. Oui. À partir du moment où on n'a pas peur d'un retour de bâton, on sera plus enclin à s'exprimer, à expérimenter, à tester et à itérer. Et à progresser, du coup. Et à progresser. Petit lien donc vers une conférence sur la sécurité. Alors non, ça c'est un article, c'était sur, je vous lis en tout petit, faire en sorte de créer un environnement de travail avec une certaine sécurité psychologique. Je traduis de l'anglais. Voilà, donc on a commencé par une citation, on va terminer par une autre. Je te laisse là. Ouais, donc là, on trouvait que ça servait. Enfin, vu le contexte, c'était intéressant à relire. Hein. Donc ça date de Kant, du XVIIIe siècle. Et donc la citation, c'est un gouvernement qui serait fondé sur le principe de la bienveillance envers le peuple, tel celui d'un père envers ses enfants, c'est-à-dire un gouvernement paternel où par conséquent les sujets, tels des enfants mineurs, sont incapables de décider de ce qui leur est vraiment utile ou nuisible, sont obligés de se comporter d'une manière purement passive, afin d'attendre uniquement du jugement du chef de l'État la façon dont il doit être heureux, et uniquement de sa bonté qu'il le veuille également. Un tel gouvernement, dis-je, est le plus grand despotisme que l'on puisse concevoir. Donc voilà, on retrouve un peu l'essentiel un peu des messages qu'on voulait faire passer. Donc voilà, ça lie notamment l'utilisation de la bienveillance avec avec les travers du patriarcat. Voilà. Et donc, voilà, on voulait conclure sur. Là, ça sur parle cette de citation. gouvernement, c'est un hasard total. Ouais, non, c'est. Mais vous pouvez transposer en fait à tout environnement, toute organisation où il y a une certaine hiérarchie, un rapport de force. C'est-à-dire tout groupe, quoi. À peu près. Voilà, merci à vous. Donc on vous a mis le QR code pour l'évaluation de la conférence. On compte sur votre bienveillance. Et puis voilà, il nous reste 2 minutes pour des questions ou des retours. Donc il y a des micros qui sont là. Donc pour les personnes, levez la main et puis un micro viendra à vous. On lance les micros. Eh ben écoutez, Pas de questions, c'est pas de parti. questions. Ah, on a Si. 2 questions Ah si. d'un coup. Ouais. Ça sera au micro le plus rapide. Ah, les échos. Quel premier? Bienveillance. Oui, merci. On parle vous avez parlé de forcer la bienveillance et de choses de bienveillance qui seraient utilisées en disant pour le bien de quelque chose. Mais dans ce cas-là, est-ce que justement on n'est pas du tout dans la définition de la bienveillance, mais Pardon? Dans la le détournement, manipulation, ouais, voilà. Oui. C'est un détournement de la notion, en fait. Parce que la personne qui va détourner, elle va se revendiquer bienveillante. La personne ou l'organisation, encore une fois. Et du coup, quand on arrive dans ce genre de cas, est-ce que vous avez des astuces pour essayer de montrer à la personne que justement elle n'est pas bienveillante et qu'elle n'est pas en train d'écouter le réel besoin de la personne? Ça peut être dire, en fait, moi ce qui est bien pour moi maintenant, c'est ça. Et pas ce que tu dis. Donc ça, moi c'est ce que je ferais, mais ça dépend du contexte, de la sécurité que j'ai pour exprimer ça ou pas. Et si c'est pas possible, peut-être que cette personne qui nous imposait sa vision de la bienveillance, on peut aller voir son supérieur hiérarchique ou un collègue ou en parler. Mais j'ai pas de Partir. ouais. Et à un moment, parce qu'en fait, c'est un peu le problème qu'on évoquait, c'est que potentiellement, si cette personne agit comme ça, donc soit elle est maintenue là, tout le monde le sait, ou alors soit c'est un problème structurel. C'est peut-être pas la personne, c'est peut-être ses intérêts elle qui sont trop importants par rapport au tien. Et donc, elle va être obligée elle aussi de défendre son truc. Donc, dans ces cas-là, si tu peux rien faire et que tu peux le faire, tu peux partir. Sinon, c'est vrai que ça peut être très compliqué. Merci pour cette conférence. Ma question est un peu liée. Vous avez parlé à un moment donné
de la situation conflictuelle. Est-ce que dans une situation conflictuelle, est-ce qu'on peut parler toujours de la bienveillance? C'est-à-dire, tu peux préciser est-ce que c'est possible de garder de la bienveillance Pour moi, dans un conflit? C'est ça? les deux tu peux pas avoir de la bienveillance, tu peux pas parler de la bienveillance quand tu as un conflit avec une personne ou avec dans une société. Si on cherche, alors, ce qu'on cherchait à dire, c'est que le conflit, c'est normal. Oui. Parce que les personnes ont leurs intérêts, leurs envies. Et dans la façon de résoudre le conflit, de répondre à ce conflit-là, là, on peut essayer de le faire de façon bienveillante si les deux parties sont d'accord pour résoudre le conflit. Ça dépend de ce qu'on met derrière conflit. Il y a conflit et conflit. Un conflit d'intérêt. Oui, c'est un conflit. Oui, c'est exactement. C'est un conflit où, peu importe, on est une opposition. Et on est dans un contexte. Mais on va parler même dans le domaine professionnel, un conflit d'idées, on va dire. Oui. Okay. En fait, donc, là, au moment où tu soutiens, tu veux prouver que ton idée et que tu crois dans ton idée. Oui, bien sûr. Je vois pas comment. La bienveillance, elle n'est pas tant dans le fait de résoudre ou pas le problème, mais plus dans la manière dont on va le faire. C'est-à-dire, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on va s'insulter, par exemple. A priori. Non. Chacun ses méthodes. Voilà. Ça arrive. Je vous propose qu'on en discute à côté. On va laisser la place pour la prochaine conférence. Merci encore une fois d'être venu et puis bon Brest Camp.